Imaginez vivre dans un monde où n'importe quelle blessure mineure, fièvre ou mal de dents pouvait vous tuer. Où une simple piqûre de moustique pouvait signifier une condamnation à mort. Un monde où la médecine se mêlait aux prières, à la superstition et au sang. Ce monde était réel. C'était Rome. C'était la Grèce. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les véritables horreurs silencieuses qui ont décimé les grandes civilisations de la Méditerranée. Vous découvrirez pourquoi les anciens ne mouraient pas seulement par l'épée, mais aussi pour des causes plus cruelles, plus silencieuses, et plus courantes. Je vous promets qu'après cela, vous regarderez le savon, le dentiste et la pénicilline d'un œil nouveau. Imaginez vivre dans un monde où atteindre 30 ans était déjà un privilège. Où les mères savaient que beaucoup de leurs enfants ne marcheraient jamais, et les hommes qui revenaient de la guerre mouraient rarement de vieillesse. C'était le monde de la Rome antique et de la Grèce classique. En moyenne, l'espérance de vie à la naissance dans ces civilisations oscillait entre 21 et 25 ans. Un chiffre qui ne signifie pas forcément que tout le monde mourait jeune, mais qui reflète un fait bouleversant, la mortalité infantile était dévastatrice. Près d'un enfant romain sur 3 mourait avant son premier anniversaire. En Grèce, la situation était similaire, voire pire dans certaines régions rurales. L'enfance n'était pas un droit acquis, mais une épreuve que peu survivaient. Il n'y avait ni incubateur, ni vaccin, ni antibiotiques. Un simple rhume pouvait devenir une condamnation à mort. Les archives archéologiques révèlent quelque chose d'inquiétant, presque aucune tombe avec pierre tombale pour les bébés romains n'a été retrouvée. Cela a conduit certains historiens à supposer que les parents, ayant perdu des enfants constamment, ont appris à se détacher émotionnellement dès les premières années. L'amour existait, oui, mais ils vivaient sous la peur que l'affection se transforme rapidement en deuil. Outre cette enfance précaire, les femmes faisaient face à un autre abîme statistique, l'accouchement. À une époque sans césarienne, anesthésie ni procédures aseptiques, accoucher était un risque mortel. Beaucoup de femmes mouraient en donnant naissance à leur 2e ou 3e enfant. Et celles qui survivaient ne dépassaient généralement pas 38 ans. La mortalité maternelle fut sans doute une autre cause majeure de mort silencieuse. Les hommes, quant à eux, étaient condamnés à la guerre, au travail physique épuisant et à des maladies inconnues. Ils mouraient d'infections, de blessures mal soignées, de plomb dans l'eau ou de fièvre soudaine. Un paysan qui vivait jusqu'à 50 ans était considéré comme un vieil homme respectable. Mais ce n'était pas toujours une mort rapide. Beaucoup tombaient malades et agonisaient pendant des années sans soins médicaux adéquats, sans soins palliatifs, sans comprendre ce qui les tuait. La médecine était rudimentaire, encore dominée par la pensée magique et religieuse, où une maladie pouvait être interprétée comme une punition des dieux. Vu d'aujourd'hui, cela semblerait un enfer. Pourtant, ce fut le cadre où fleurirent certaines des plus grandes idées philosophiques, scientifiques et artistiques de l'histoire. C'est comme si l'humanité, au bord du gouffre, avait développé son esprit le plus élevé tandis que son corps était assiégé par la mort. Et peut-être que c'est pourquoi aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, il vaut la peine de regarder en arrière. Pour comprendre que vivre plus de 70 ans, avec de l'eau potable, des vaccins, des hôpitaux et même une brosse à dents, n'est pas normal. C'est un privilège. Dans la Rome impériale et la Grèce antique, tomber malade était le premier pas vers la mort. Sans antibiotiques, sans vaccin, sans protocole d'hygiène efficace, toute infection pouvait devenir mortelle. Et le plus terrifiant, l'ennemi était invisible, sans visage, sans forme, sans remède. Bien que les Romains aient été pionniers dans l'usage des aqueducs et des systèmes d'égouts, la qualité de l'eau n'était ni contrôlée ni traitée. L'eau arrivait, oui, mais accompagnée de sédiments, microbes et bactéries. Une promesse de vie qui apportait souvent la maladie. Rome possédait un système d'égouts impressionnant, la célèbre Cloaca Maxima, mais l'assainissement était plus esthétique que fonctionnel. Le but était de cacher les odeurs, pas d'éliminer les agents pathogènes. Et les latrines publiques, bien qu'un progrès par rapport à d'autres civilisations, étaient des foyers de contagion massive, où des dizaines de personnes partageaient le même espace sans aucune protection sanitaire. À cela s'ajoutaient des pratiques dangereuses qui nous sembleraient aujourd'hui inimaginables, utiliser des excréments comme engrais, partager des baignoires sans changer l'eau pendant des jours, et vivre parmi les déchets, l'humidité et des animaux sans contrôle. C'était l'environnement parfait pour que prospèrent parasites intestinaux, fièvre entérique, infections bactériennes et autres maux sans nom. Mais parmi tous ces ennemis invisibles, un s'élevait comme un dieu sombre au-dessus de la Méditerranée, la malaria. La maladie était endémique dans de nombreuses régions de l'Empire. Rome et d'autres grandes villes étaient entourées de marais et de zones humides, des lieux idéaux pour la prolifération des moustiques du genre Anophèle, porteurs du parasite mortel.
Sans répulsif, sans moustiquaire, sans aucune idée de ce qu'était un vecteur biologique, les gens savaient seulement que la fièvre arrivait soudainement, dévastait leur corps, et souvent, ne les quittait jamais. Les archéologues ont découvert des centaines de tombes d'enfants datant du VE siècle avec des signes évidents de décès dus au paludisme. Les sources historiques suggèrent même que le roi wisigoth Alaric Ier, celui qui a pillé Rome en 410, est mort peu après avoir contracté la maladie lors de son occupation en Italie. Le paludisme ne tuait pas seulement, il affaiblissait, laissant des milliers de personnes sans force, sans productivité, sans avenir. Et certaines théories sérieuses avancent que son impact prolongé aurait pu contribuer au déclin de Rome, en sapant lentement sa population et ses forces militaires. Parallèlement au paludisme, la tuberculose a également laissé des traces profondes. Les études ostéo-archéologiques ont révélé des déformations vertébrales et pulmonaires caractéristiques de la maladie. À une époque où le partage du logement était la norme et où les maisons étaient mal ventilées, la contagion était presque inévitable. C'est ainsi qu'ils vivaient, entourés de maux invisibles, incapables de les nommer ou de comprendre comment ils se propageaient. Ils savaient seulement que le voisin tombait malade et mourait. Que l'enfant avait de la fièvre, et ne se réveillait pas. Que l'épouse s'affaiblissait, et ne revenait pas. C'était le quotidien des citoyens les plus éclairés de l'Antiquité. Ils le supportaient avec stoïcisme, superstition et peur. Mais surtout, avec une résilience que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui. Peu de civilisations ont été aussi ingénieuses que les Romains. Leur héritage architectural et technologique continue d'émerveiller le monde. Mais parmi leurs plus grandes avancées se cache aussi un piège invisible, un tueur qui s'est infiltré goutte à goutte dans leur corps pendant des siècles, le plomb. À une époque où la toxicologie n'existait même pas en tant que discipline, les Romains ont découvert que ce métal mou était idéal pour leurs besoins pratiques. Il ne s'oxydait pas, était facile à modeler et abondait dans la nature. Ils l'ont donc utilisé pour tout, canalisation d'eau, ustensiles de cuisine, cosmétiques, pièces de monnaie, médicaments, et même pour sucrer le vin. Oui, ce qui était censé rafraîchir la vie empoisonnait lentement le corps. Une étude menée par l'Université du Minnesota a révélé que les os des anciens Romains contiennent jusqu'à 10 fois plus de plomb que ceux d'un citoyen moderne moyen. Et si l'on considère que les classes aisées buvaient jusqu'à 3 litres de vin par jour, stockés dans des amphores revêtues de sel de plomb, le tableau devient terrifiant. Ce poison silencieux ne provoquait pas de mort subite, il était plus subtil, plus cruel. Il attaquait le système nerveux central, provoquant des changements de comportement, des hallucinations, une perte de mémoire, une fatigue chronique, de l'infertilité, des insuffisances rénales et finalement, un déclin physique et mental irréversible. Certains historiens attribuent les délires et comportements erratiques d'empereurs comme Caligula ou Néron aux effets de cette intoxication cumulative. Le plomb était également présent dans les cosmétiques des femmes aristocratiques, dans les onguents médicaux et même dans le maquillage de théâtre. Il n'y avait pas d'échappatoire. Du bain au verre de vin, Rome baignait dans le plomb sans le savoir. Mais les effets du plomb n'étaient pas que neurologiques. Il affaiblissait aussi le système immunitaire, les rendant encore plus vulnérables aux infections environnantes. Et si l'empoisonnement ne tuait pas directement, il affaiblissait silencieusement des générations entières. Le plomb fut-il l'une des causes du déclin de l'Empire? Certains chercheurs le pensent. Un empire dont les dirigeants, penseurs et soldats étaient lentement empoisonnés, avait un avenir empoisonné de l'intérieur. Et le plus ironique, c'est qu'en cherchant à être plus sophistiqués, plus propres, plus modernes, les Romains ont choisi sans le savoir l'ennemi le plus toxique de tous. Le plomb leur a donné du pouvoir, et leur a lentement ôté la vie. Dans un monde sans anesthésie, sans plombage, sans brosse à dents, la douleur était une constante dans la bouche de presque tous les Grecs et Romains. À première vue, cela semble un détail mineur comparé à la peste ou au paludisme. Mais si vous avez déjà ressenti un mal de dents aiguës, vous savez que cela peut devenir un enfer qui consume l'âme. Les Romains, surtout les pauvres, avaient un régime presque exclusivement basé sur du pain de blé. Ce pain était dense, sans levain, et souvent moulu avec des pierres qui laissaient des résidus de sable et de poussière. Cela transformait chaque bouchée en papier de verre abrasif pour les dents. Avec les années, les molaires étaient érodés, ébréchés, puis pourris. Le manque d'hygiène bucco-dentaire était généralisé. Il n'y avait pas de dentifrice ni de bain de bouche. Certains utilisaient des coquilles d'œufs broyées, du charbon ou même de l'urine fermentée comme méthode de nettoyage. Paradoxalement, ce blanchiment aggravait souvent les infections. Et quand la carie attaquait, il n'y avait pas d'échappatoire. Un simple abcès dentaire pouvait se transformer en infection atteignant l'os, perforer la mâchoire et provoquer la mort par septicémie.
De nombreux restes osseux de l'époque présentent des cavités maxillaires totalement déformées par les infections. L'archéologie confirme que la plupart des adultes romains perdaient plusieurs dents avant de mourir, parfois avant l'âge de 40 ans. Le mal de dents était un compagnon silencieux, une douleur quotidienne, un cauchemar sans remède. Et la solution? Dans de nombreux cas, arracher la dent sans anesthésie. Une pratique si brutale que beaucoup préféraient mourir plutôt que de la subir. Chez les classes supérieures, certains médecins expérimentaient avec des formules à base de plantes, de mandragore et d'opium. Mais ils ne guérissaient pas, ils engourdissaient temporairement la souffrance. Parfois, on pratiquait aussi des saignées, croyant que libérer du sang soulagerait la douleur. Le résultat était une population vivant au milieu de murmures de souffrance. En silence. Sans trop se plaindre. Car dans le monde antique, la douleur n'était pas une exception, c'était la norme.